aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril qui devait sortir samedi, mais je n'ai pas eu le temps et je m'excuse déjà d'avance pour cette tête fatiguée. Mais en fait, ça fait 15 jours que je suis en stress total et là j'ai tout qui retombe d'un coup et clairement je suis dans une extrême fatigue et je m'en excuse de cette tête clairement. Vous voyez des reflets dans la lunette, c'est le reflet de mon téléphone, du Velux et de la fenêtre, je m'en excuse aussi, mais je n'ai pas le choix de tourner maintenant. Du coup, on se retrouve pour parler romans, pour parler de 9 romans que j'ai lus au mois d'avril. Il y a un seul petit coup de cœur et il y a une déception, une grosse déception, vous n'êtes peut-être pas prêts. Sauf si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Il y a de la romance, de la dystopie, de la fantaisie, de la revisite de contes, enfin plus du... Oui, c'est revisite de contes et contes détournés. Du coup, on va commencer par la déception. Déception d'un livre extrêmement populaire, que ce soit sur BookTok, TikTok, BookTok, Bookstar. Vraiment. Il a une hype de dingue. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Il s'agit de The Love Hypothesis de Hallie Hazelwood, publié chez Hauteville. Je ne vous montre pas le livre, car clairement, je l'ai revendu. Et j'étais super heureuse de l'avoir acheté d'occasion, à vraiment pas cher. Je l'ai revendu à 5 € parce que... Et il est parti très vite parce que, voilà, clairement, ça ne l'a pas fait pour moi. Dans cette histoire, on va suivre Olive. Olive, elle est chercheuse, elle a fait un doctorat, mais elle fait des recherches sur le cancer du pancréas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va embrasser le premier mec. Le premier mec, elle l'embrasse. Et il s'agit de Adam. Je sais plus comment il s'appelait. Adam, je sais plus comment. Mais Adam, qui est un peu considéré comme le connard de service, parce que c'est un mec froid et tout. Et en fait, ils vont faire un faux couple. Ils vont s'amuser à se mettre en couple, mais en faux couple. Tout ça parce que d'un côté, Adam a besoin de ce faux couple pour débloquer des fonds pour ses recherches. Et de l'autre, Olive, en fait, c'est pour faire croire à sa meilleure amie qu'elle peut sortir avec le Jérémy avec qui elle a eu un rencard. Ça la dérange absolument pas. Voilà. Comme vous vous en doutez, il va y avoir rapprochement entre Olive et Adam. Voilà. On s'en doute, c'est une romance. C'est vraiment... Faut pas se prendre la tête sur ce roman. J'ai adoré le côté scientifique, même si j'avoue que par moments, je ne comprenais strictement rien à ce qu'il racontait. Ça fait un peu comme dans The Big Bang Theory, où vous le regardez, c'est drôle, mais quand il se met à parler science, vous comprenez rien. C'est exactement la même chose. J'ai adoré Adam. Adam est trop mignon. Je ne comprends pas pourquoi il est considéré comme un connard, or que pour moi, c'est juste un mec... honnête, qui va pas vous dire que vos recherches sont excellentes, il va clairement vous dire non, je suis désolée, tu recommences, c'est nul. Il va être cash, voilà, parce qu'il veut le meilleur de ses élèves et voilà, je comprends pas pourquoi il est considéré comme un connard, franchement, je vois vraiment pas le rapport. Adam m'a beaucoup fait penser à Spencer Reid dans l'esprit criminel où intellectuellement il est incroyable, mais émotionnellement c'est complètement autre chose. Du coup, voilà, les meilleurs amis, Anne, Malcolm et... comment il s'appelait l'autre? Anne, Malcolm et Honey, je crois. Je ne suis pas sûre de son nom au troisième. Pareil, excellent, j'ai adoré Anne, qui va mettre Olive dans des situations vraiment pas possibles, mais c'était drôle. Là, voilà, l'histoire était... C'est vraiment un roman sans prise de tête, qui se lit vraiment comme ça, malgré quelques longueurs, malheureusement. Mais malheureusement pour moi, c'est que le plus gros problème de ce roman, c'est Olive. Je suis désolée, mais pour ceux qui ont lu ce roman, mais moi, mon plus gros problème c'est Olive. Elle est égocentrée, elle pense qu'à elle ouvre pas les yeux, elle voit pas ce qui l'entoure. J'ai jamais eu autant envie de violence envers un personnage, et clairement, j'avais envie de flinguer Olive. Je peux pas vous le dire autrement. De la taper, de la secouer, tout ce que vous voulez. Rien que d'en parler, ça m'énerve déjà. Mais elle me saoulait. Elle était, moi, ouvre les yeux, meuf. Il n'y a pas que toi sur cette terre. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux. T'es d'une naïveté incroyable. Tu es nunuche. Tu es chiante. Voilà, voilà. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Elle m'a vraiment saoulée. Et du coup, il y a un nouveau de l'auteur, Love on the Brain, qui sort, qui est sorti, il y a un moment que je tourne la vidéo. Et clairement, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais l'acheter, je ne sais pas si je vais le lire, parce que, comment dire, je recommande quand même le roman, je recommande The Love Hypothesis pour les gens qui ne lisent pas
énormément de romances, ou pour les gens qui lisent de la romance, mais qui aiment bien ces romans clichés, sans prise de tête, où vous allez très vite deviner ce qui va se passer. Vraiment, si vous aimez ce genre de romance, foncez. Mais en fait, j'aime ce genre de romance. J'aime la romance sans prise de tête, qui se lit vraiment comme ça. Mais au livre, c'était plus possible. Donc, je recommande ce livre si vous voulez une romance vraiment feel good, où on va quand même parler de sujets importants comme le harcèlement au travail, mais de manière assez douce et tout. Je recommande. Autrement, passez votre chemin. Pour moi, c'est pas la romance du siècle. Ok, ça se passe dans le lieu scientifique, ça change un peu, les personnages sont attachants, sauf au livre pour moi. Ok, mais je ne comprends. La plume est addictive malgré des longueurs. Par contre, le plus gros point négatif de ce roman, c'est les chapitres. Il y a un chapitre qui fait plus de 30 pages, rien que ça déjà. Donc, ouais. Désolée, mais c'est une déception pour moi. Je vais pas vous dire que du positif. C'est pas mon genre de mentir sur un roman que j'ai pas aimé. Mais voilà. Je n'ai pas aimé ce roman. Je ne sais pas si The Love on the Brain vaut le coup ou si ça va être un peu dans le même style cliché que The Love Hypothesis. Je verrai bien, selon les retours des gens. Mais clairement, ce fut une énorme déception. Et on va passer aux bonnes lectures, parce qu'autrement, c'est pas drôle. On va commencer par une duologie, car j'ai lu une duologie. C'était pour le Tarot Book Challenge. On devait lire un roman choisi par un tiers. Du coup, je l'ai demandé à mon copain qui m'a choisi Prudafrange le tome 1 que j'ai lu, que j'ai bien aimé, oui et non. Dans ce premier tome, on va suivre en fait c'est Cadence, oui ça. Cadence va décider de rentrer au round. Le round, en fait, c'est un réseau un peu, ouais, ça, c'est un réseau de prostitution, mais pas genre les filles qui traînent sur les trottoirs, vous voyez. C'est genre des filles qui vont avoir un contrat avec telle personne, elle va devoir faire telle chose et telle chose. C'est vraiment un peu des prostituées de luxe, on peut dire. On va dire ça comme ça. Sauf que Cadence veut rentrer dans le round pour une seule et unique raison, retrouver sa meilleure amie qui a disparu. Voilà. Mais le seul bémol, en fait, c'est que Cadence veut rentrer dans le round sachant qu'elle est vierge. Et tout le monde se dit, mais attendez, d'où une vierge veut rentrer dans un réseau de prostitution? Vous voyez le... Voilà. Donc, là, on est plus sur ça, où on a Cadence qui va rentrer. Malheureusement pour Mas, lui qui la voulait pas, il va se la récolter pour la former pour être la meilleure prostituée qui soit. Ce n'est pas une dark romance, je tiens à préciser. Ce n'est pas une dark romance. Ça frôle à la limite de la dark romance, franchement. Bravo à l'auteur, mais ce n'est pas une. Là, on est vraiment sur un jeu de pas chat à la souris, mais en mode... ils veulent comprendre, par exemple, Mas veut comprendre pourquoi elle rentre dans la run or qu'elle est vierge, elle n'a pas sa place ici. Et Cadence veut comprendre pourquoi Mas est le connard le plus froid qui doit exister au monde. Et clairement, je suis d'accord avec elle. Mais du coup, ce tome 1 est assez long parce que clairement, toutes les révélations sur nos personnages se font dans le tome 2. C'est pour ça que j'ai lu le tome 2, que j'ai largement préféré. Attention, il y a beaucoup de scènes de sexe. Vous vous doutez un peu, il y a 3 dames derrière. On est vraiment sur un truc très spicy, un truc assez dark quand même, sans être de la dark romance. Et parce que c'est vraiment un milieu assez violent par moment. Et c'est vraiment, franchement, c'était une très bonne duologie. Ne vous attendez pas à un campus driver ou un fan squad, vous voyez. Là, c'est vraiment plus sombre, mais on retrouve l'humour de l'auteur dans le personnage de Cadence, parce que pour désamorcer un peu la situation, elle va sortir des petites blagues et tout. Bon, c'est pas l'endroit, mais bon. Mais du coup, ouais, c'était une bonne petite duologie que je recommande. Peut-être pas à tout le monde si vous n'aimez pas vraiment les scènes de sexe. Franchement, si vous n'aimez pas ça, je vous le déconseille parce que là, clairement, il y en a. Et ouais, une bonne romance, mais si vous le lisez, ne vous arrêtez vraiment pas au tome 1, parce que moi, le tome 1, j'étais en mode, ouais, bof, quoi, pas incroyable en soi, mais le tome 2 a fait qu'on a monté d'un niveau, et que là, avec toutes les révélations qui se passaient, les sentiments qui commencent à se dévoiler, c'était beaucoup plus intéressant. Je sais plus où j'ai mis mon livre de tout à l'heure. Bon, bref. Bah non, je l'avais pas. Mais non, mais laissez tomber, je suis fatiguée. On continue on va continuer dans un peu un truc assez sombre. Troublemaker de Alfreda Henry, toujours chez Hugo. De toute façon, niveau romance, il n'y a que du Hugo.
Ici, on va suivre Hazel. Hazel, en fait, est une jeune femme infirmière en hôpital psychiatrique. Et un soir, elle va rentrer chez elle. En rentrant, en débauchant, elle va voir qu'il y a du sang dans le couloir. Sur la porte de son voisin aussi, il y a du sang. Et ben, son instinct d'infirmière lui dit, bah, elle va voir ce qui se passe. Et elle retrouve son voisin qui a été poignardé, couvert de sang au niveau de l'abdomen. Et elle va décider de l'aider. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que June, son voisin, est en fait quelqu'un qui est embauché pour tuer des gens. C'est clairement deux opposés. Attention, nous ne sommes pas dans un Grumpy Sunshine. Clairement, c'est ce qu'on peut croire. Mais en fait, c'est que d'un côté, vous avez une infirmière qui est là pour aider les gens, pour les secourir. Et de l'autre côté, vous avez un mec qui est clairement embauché pour tuer. Attention, il ne tue pas n'importe qui. Il va tuer des criminels. Exemple, si on va le voir, on dit, bah, tu vas tuer le violeur de ma fille. Il va aller tuer le violeur de sa fille. Et tout. Du coup, elle va l'aider et lui, il va clairement la rembarrer. Elle a pas tout, elle comprend pas tout. Elle dit, mais je t'aide et toi, tu me dis, en fait, j'ai pas besoin de toi, t'as failli crever, en fait, là. Et du coup, on n'est pas sur un Grumpy Sunshine, tout simplement parce que clairement, June est la personne la plus insensible qui doit exister. Dans la Sneak Peek, on parle de Thomas comme quelqu'un de insensible. Celui-là, il bat des records. Hein. Je suis désolée, hein. Thomas à côté, il est trop mignon. Rien à voir. Là, il est insensible, il est froid. Ça peut être un vrai connard, clairement. Il sait pas, je pense qu'il sait pas gérer les émotions. Je sais pas comment vous dire, mais c'est assez particulier. Et en fait, June va se retrouver dans la merde, clairement, car elle va assister à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû assister, et ils vont devoir un peu rester ensemble pour qu'elle soit protégée. C'était bien. Attention, il y a des scènes assez violentes. Je tiens à le dire que ouais, c'est assez violent. L'enquête est glauque. On sait pas tout de l'enquête, c'est assez glauque. C'est pour ça que j'ai acheté Mad Love du coup de la même autrice, parce que dans Mad Love, on va suivre le garçon qui en fait faisait partie de l'enquête. À ce que j'ai compris. Donc il y a un petit lien sans que ce soit un spin-off, mais du coup j'étais super intéressée quand même. Mais une bonne lecture, pas une excellente en soi. J'ai adoré. En fait, je sais pas si j'ai aimé ou non la romance. June, j'ai eu un peu mal avec lui. Hazel, j'ai adoré son côté un peu. Je sais pas quoi en penser, honnêtement, maintenant que j'y pense. C'était une bonne lecture. Mais voilà, après, avec de très beaux messages, par contre, il y a d'excellents messages à l'intérieur sur l'acceptation de soi et tout. Mais je sais pas, je sais pas comment vous dire. Mais en gros, ouais, il y a écrit quand l'ombre rejoint la lumière, mais c'est exactement ça, c'est juste deux métiers différents, deux personnes complètement différentes. Il y en a un qui est né pour. Qui a été. Qui est là pour soigner, l'autre pour tuer, qui se rencontrent. Et voilà, c'est juste ça qui est incroyable, comment deux opposés sont attirés l'un par l'autre, qui sont troublés même l'un par l'autre. C'est ça qui est incroyable. Mais est-ce que c'était. Je sais pas quoi en penser en fait. Honnêtement, là, maintenant que j'y pense, je sais pas trop quoi en penser de cette lecture. Désolée. Hop, on va casser un peu les romances avec un conte détourné. J'ai lu Cendrillon, oui. Cendrillon est morte de Kaline Béron, publié chez De Saxus. Moi, j'ai la De Saxus. J'ai la version reliée, toute jolie, toute belle, qui est assez chère parce qu'on la paye quand même 24 €. Ouais, c'est à 24,90 alors que ça fait 320 pages. Mais bon, ça, c'est qu'un autre détail. Ici, Cendrillon est morte il y a 200 ans et Sophia va avoir l'obligation d'aller à un bal qui est devenu obligatoire. Le bal de Cendrillon est devenu une obligation si vous ne voulez pas de représailles, clairement. Les représailles, c'est souvent la mort, on va pas se mentir. Mais en fait, pourquoi ce bal est-il obligatoire? Voilà, clairement, il y a toute une question sur ça. Pourquoi le prince en question organise toujours un bal ainsi, et voilà. Et en fait, Sophia, ce qui se passe, c'est qu'elle ne veut pas aller au bal pour la simple et bonne raison qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie, Erin. Je l'ai pas aimée. Ouais, c'est ça, Erin. Et du coup, elle va dire, ben non, en fait, je ne veux pas assister à ce bal. Du coup, elle va fuir le bal et elle va faire la rencontre de Constance, qui est la dernière descendance de Cendrillon. Et qui connaît toute l'histoire de Cendrillon, voilà. Mais comment dire,
tout le côté détournement de conte où elle garde vraiment les éléments du conte avec le bal, le carrosse, le prince. Tout ça est super bien mené, elle l'a très très bien détourné. L'univers est incroyable, le détournement est incroyable. Le gros point négatif de cette histoire est la romance. Car comme je vous ai dit, elle est amoureuse de sa meilleure amie Erin, et au moment où elle rencontre en fait Constance, limite romance. Vous voyez? C'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide, et du coup c'est illogique. Du coup on est sur un FF, j'ai oublié de vous dire, c'est une romance entre deux femmes. Ça c'est pas le problème pour moi, mais ce qui m'a dérangé c'est la romance qui est vraiment beaucoup trop rapide. Ce qui est vraiment dommage parce que l'histoire et l'univers est vraiment incroyable. Je le recommande, mais attention, essayez de l'emprunter ou de le trouver d'occasion en brochet parce que on va pas se mentir que j'avoue que avoir mis 25 € dans un petit livre comme ça qui m'a fait 2 jours, ça me fait mal au popotin. Sachant que c'était une bonne lecture en soi, mais pas la lecture de l'année, quoi. On repart avec mon petit coup de cœur du mois d'avril. Il s'agit du 4e et dernier tome de Bodyguard. Je suis trop triste d'avoir terminé cette saga, surtout que là on termine avec Jackson et Billy. Jackson et Billy, pour ceux qui ont lu la saga, on sait très bien qu'ils finissent ensemble, on le sait depuis le premier tome qu'il y a un truc entre eux, qu'il y a un petit alchimie, un petit feeling qui est juste incroyable entre ces deux personnages. Clairement c'est juste incroyable, surtout que là dans le tome 4, on a tous les retombées des conséquences des 3 premiers tomes. Sur Billy surtout, qui a mal vécu certains événements, c'est juste incroyable. Jackson qui est là pour la soutenir. Ah là là, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'était juste incroyable dans le sens où Jackson, voilà, Jackson, en fait, il a fait une promesse au triplé Westwood de ne pas toucher à la petite sœur. Mais bon, on ne choisit pas sur qui on tombe amoureux, on ne choisit pas ses sentiments. Et ce feeling entre eux est juste incroyable. On pourrait faire genre ils sont juste meilleurs amis. Mais non, non. Vous le sentez au fond de vos tripes quand même qu'il y a quelque chose, que c'est fort entre eux. Et en fait, ce roman m'a fait passer par de multitudes d'émotions, de multiples émotions même. Car à un moment, ils sont tout mignons. Et là, il se passe un truc où vous êtes en mode, vous êtes hyper frustré pour eux. En mode, mais non, elle t'a dit, pourquoi tu réagis comme ça? Voilà, ils ont failli me verser ma larme et on est complètement différent des 3 premiers tomes où dans les 3 premiers tomes vous avez un bodyguard qui va surveiller une jeune femme et il y a une romance entre son bodyguard et sa cliente. Ici on est clairement oublié ça, on n'est plus sur ça, on est sur Jackson et la petite sœur Westwood et c'était incroyable. Moi j'espère juste que l'auteur va nous faire un peu un The Legacy version bodyguard. Vous savez, The Legacy c'est le tome 5 de Off Campus où l'auteur a fait 4 petites nouvelles, je crois, et je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous dire, 4 petites nouvelles pour voir l'évolution des personnages dans le temps. Et là, j'aimerais trop qu'elle nous fasse un tome 5 sur ça, là, je sais pas, de voir leur évolution, où ils en sont et tout, parce que leur humour va me manquer, tout va leur manquer, parce que ils sont tellement différents l'un de l'autre qu'ils sont juste incroyables. Voilà. Voilà, c'était incroyable. Je recommande cette saga qu'il faut lire dans l'ordre car il y a un fil conducteur, mais autrement c'était incroyable. On continue avec un deuxième tome. Il s'agit de l'Empire des femmes, le tome 2 de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Didier Jeunesse. Vous savez, dans le tome 1, on suit les femmes qui sont au pouvoir, les hommes qui sont des esclaves, cette arène pour savoir qui sera le grand géniteur. Qui sera attaché dans un lit pour faire des gosses. Clairement, c'est ça. C'est en fait, l'auteur a fait une chose incroyable, c'est qu'elle a renversé l'univers. Elle a dit, tenez, on va faire un monde où les femmes, nous, on est au pouvoir, et les hommes, eux, vous êtes les esclaves. Mais honnêtement, on va pas se mentir, nous, les femmes, on peut être pire que les hommes niveau cruauté. Et clairement, le tome 1 était cruel, d'une cruauté sans fin. Et du coup, là, on va être sur l'île de Ténéros, l'île où sont gardés les hommes. Et on va avoir pas mal de révélations. Moi, j'étais pas trop quoi vous en dire de ce deuxième tome, à part que c'était génial, même si j'ai préféré le premier, j'avoue. Mais c'était quand même génial, avec énormément de révélations. Voilà, il y avait pas mal d'actions, c'était vraiment bien. Ça se lit super bien aussi, on va pas se mentir. Mais le souci, c'est que je suis toujours pas au courant d'ailleurs, j'aimerais savoir s'il y a un tome 2.
Je suis désolée, mais vu la fin de ce deuxième tome, ça mérite un spin-off ou je sais pas, un spin-off, un troisième tome. Voilà, je veux savoir la suite de cette histoire, clairement. Mais c'était incroyable, je vous recommande cette duologie matriarcale, tout ce que vous voulez. Mais c'était juste incroyable, l'univers est incroyable, un monde un peu dystopique dans la Rome antique et c'était assez incroyable. On continue avec Palisade Park, le tome 1 de Mallory Cassis que j'ai lu en lecture commune et que j'ai beaucoup aimé. On va suivre Lee qui va déménager à Palisade Park. Elle va quitter, je sais plus ce qu'elle quitte, où elle vivait avant. Je sais plus où elle vivait avant. Je sais plus. Si, je crois que c'est un pays où un état où il paraît qu'il fait froid. Et du coup, on est sur un Friends to Lover. On va suivre Lee qui va du coup emménager à Palisade Park avec tous les autres résidents. Elle va essayer d'amitié avec June et Ava, par exemple. Et elle va faire la rencontre d'un certain sauveteur, Matthew. Et entre eux, voilà, ça se fait tout seul, ils deviennent amis. Surtout qu'il se passe certaines choses dans la résidence, donc ils vont vouloir mener l'enquête. Voilà, le courant entre les deux passe super bien. Au début, ils sont amis. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le critère numéro 1 de Lee, c'est qu'elle veut un homme fidèle. Elle ne demandera pas, elle veut que son j'arrive pas à parler, je suis désolée. Son petit copain soit fidèle, c'est son critère numéro 1. Sauf que Matthew, lui, est un homme à femme, il aime les coups d'un soir, il dit clairement aux femmes, je suis désolée, mais moi je veux pas de relation, moi c'est juste pour un soir et bye bye. Il est honnête, voilà, c'est pas quelqu'un de méchant en soi, mais pour Lee, elle se dit bah non, c'est pas quelqu'un pour moi, il collectionne les femmes, la fidélité c'est pas pour lui. Du coup voilà, et du coup entre eux il va naître des choses et tout, c'est drôle, c'est frais. Là, à l'instant où je vous parle, je viens de finir le tome 2. J'avais hâte de lire tout simplement parce que là-dedans, entre June et Derek, c'est des punchlines du Seigneur. Là, c'est un Friends to Lover. C'était un. Ouais, franchement, je sais pas trop quoi vous en dire. Pareil, il y a un petit fil conducteur, donc je sais pas si on peut les lire vraiment indépendamment en soi, car quelqu'un s'amuse à faire des dégradations de la résidence et il y a un peu une petite enquête là-dessus. Donc voilà, Sue est une commère du Seigneur à la mode ah la vie privée, c'est ma vie privée. Ben arrête de t'occuper de celle des autres, peut-être madame. Voilà, franchement, il y a beaucoup de personnages chers dans la résidence, mais ils sont tous différents, tous sont en couleur. C'était incroyable, je recommande ce premier tome, même j'ai préféré le deuxième tome, j'avoue totalement. Surtout que, j'ai oublié de vous dire ça, Lee emménage à Santa Monica, du coup à Palisade Park, et il y a une romance avec un sauveteur, sachant qu'elle a peur de l'eau. Voilà. Et dans le 2, c'est June à devoir faire un reportage sur les pompiers, sachant qu'elle a peur du feu. Vous voyez je sais pas c'est quoi le 3, il paraît que c'est un Grumpy Sunshine. Pour terminer, je vais vous en parler rapidement parce que je vois qu'il me reste 4 minutes. J'ai lu et adoré Un sorcier noir et éternel de Bridget Kemmerer, publié chez Rajo. Dans cette histoire, nous allons suivre Harper. Harper a fait sa petite vie dans sa ville, elle n'a même pas fait le guet pour son frère. Et en fait, elle va remarquer un homme qui essaye d'enlever une femme, donc elle va s'interposer. Et malheureusement pour elle, c'est elle qui va se faire enlever. Pourquoi elle se fait enlever? Car on va suivre aussi Ren, le prince, qui est maudit, qui se transforme en monstre et qui tue un peu tout sur son passage. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit là. Il y a écrit « Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. » On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, sauf que Harper n'a pas non plus la langue dans sa poche, elle ne se laisse pas faire, elle a un caractère bien trempé, et elle a surtout un handicap. En fait, depuis qu'elle est née, elle a eu des problèmes de santé, et elle a une jambe, une patte folle, comme moi j'appelle. Elle traîne sa patte, clairement, elle boite beaucoup, et quand elle fait trop d'efforts, elle traîne la patte, clairement. Et c'était super bien décrit. J'ai adoré les personnages. Harper, pépite, j'adore. Ren, j'ai eu du mal, mais avec l'évolution, c'était incroyable. Grey, pépite, j'ai trop envie de lire la suite que j'ai commandée sur Vinted. La plume incroyable, l'univers incroyable. Vous avez la réécriture de La Belle et la Bête. L'auteur, oh je suis désolée, j'ai moitié le hockey. L'auteur a gardé pareil les éléments de La Belle et la Bête, vous savez, le bal, la bête et tout.
tout en faisant un détournement de compte, en rajoutant quelque chose que je ne vous dévoilerai pas. Mais je recommande ce premier tome, c'était vraiment incroyable. De base, je vais le lire en lecture commune en une semaine, je l'ai lu en 3 jours. Franchement, ça se lit super bien. Après Rajo, voilà, leurs pages sont assez aérées, on va pas se mentir que ça se lit super bien. Mais ouais, et du coup, vu la fin, et que vu que j'adorais Grey, et que j'ai appris que le deuxième tome c'était sur Grey, voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, j'attends que la parole l'envoie d'ailleurs. J'espère qu'elle va se dépêcher parce que je suis pas très patiente. Mais c'était incroyable. Sur ce, voici mon bilan lecture du mois d'avril. Je suis désolée si j'étais un peu évasive sur certains, mais ça date et en ce moment ma mémoire n'est pas au beau fixe. Donc je m'en excuse d'avance. Et du coup, on se retrouve samedi, normalement. Si je me trompe pas dans mes dates. Je crois que je me suis trompée. Je vais regarder ça, mais on se retrouve peut-être samedi pour une nouvelle vidéo. Ou si c'est pas mercredi, c'est samedi. En fait, moi, je suis perdue dans les dates. Donc, rendez-vous mercredi. Voilà, rendez-vous quand ça sortira. Ouais. Ouais, je suis désolée. En fait, voilà. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi, un bon samedi, une belle semaine, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine, quoi. Quand je sais pas, mais à la prochaine. Bye bye.